Ok, alors maintenant on parle de blended learning. Alors blended learning, apprentissage hybride. Alors typiquement, les gens vont vous dire l'apprentissage hybride, c'est une combinaison du présentiel et du en ligne de l'enseignement. Mais moi, j'aime pas cette définition, donc j'ai été chercher une définition plus cohérente pour moi. Je vous laisse la lire parce que vous verrez tantôt dans un bon principe multimédia. Si je lis ce qui est à l'écran, je vais tuer votre charge cognitive. Je vous laisse lire. C'est bon? Alors cette définition vient du MIT et je l'aime bien parce que pour moi elle est vraiment celle de l'apprentissage hybride. Il ne faut pas juste limiter l'apprentissage hybride à tout ce qui est fait en ligne et tout ce qui est fait en présentiel. Parce que ça c'est une modalité parmi d'autres. L'apprentissage hybride pour moi c'est la variété de la méthode de délivrance, la variété de la méthode pédagogique utilisée, du niveau d'accompagnement qu'on peut y mettre et du fait que ce soit synchrone ou asynchrone. Donc c'est toutes ces dimensions qui sont à prendre en ligne de compte. Alors quand on parle blended learning, ce qui est bien, si vous devez lire un rapport par an sur le numérique et en gros sur tout ce qui est enseignement supérieur, allez lire le Horizon Report. C'était NMC avant, ça a disparu, c'est repris par Epicause. Donc, le Horizon Report, ça sort chaque année et c'est une méta-analyse assez énorme, très anglo-saxonne, mais qui donne vraiment, je trouve, des choses intéressantes. C'est un petit rapport de 35-40 pages, mais je vous recommande de le lire chaque année, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous tient au courant. Eux, ils identifient des choses court terme, moyen terme, long terme, en termes de tendance. Et la tendance court terme, pour l'instant, au niveau du numérique, c'est le redesigning des espaces d'apprentissage. Ce n'est pas la thématique aujourd'hui, mais ça sera amusant peut-être de faire une prochaine conférence, parce que ça c'est très intéressant pour le domaine. Surtout le blended learning design. C'est quelque chose qu'il faut continuer à adopter dans les universités, à plusieurs niveaux, dans les hautes écoles, partout. Et on verra tout à l'heure que la façon d'aborder l'apprentissage hybride, ça peut être fait de manière très basique, parce qu'elle est très complexe. Mais je pense qu'il faut que chaque haute école puisse avoir ce choix de se dire, ok, maintenant on met le pied dans la porte et on commence vraiment à structurer notre apprentissage. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette même étude, on fait référence à une étude qui a été faite ici. On voit que 51% des profs et 46% des étudiants préfèrent apprendre en gros en présentiel avec quelques éléments en ligne. Par contre, on voit que la tendance étudiant elle est un peu plus importante quand on fait du moitié-moitié. Ces heures de cours que vous avez en crédit ECTS, je ne connais pas les règles de haute école, mais là d'où je viens à l'université, c'est la liberté pédagogique. Donc si un enseignant a 40 heures de cours programmés en salle, qui correspondent à peut-être, je sais pas, 90 ou 100 crédits UCTS, il peut les aménager comme il veut. Donc, en gros, si vous mettez en place la méthode hybride, des vidéos en ligne, de l'activité en ligne, vous n'êtes pas obligé de garder votre temps présentiel. On peut le diminuer un petit peu. Je pense que c'est important. Un des gros risques que je connais depuis 15 ans, c'est les profs qui mettent pas mal de trucs en ligne et qui ne diminuent pas la charge de présentiel. Donc on se retrouve avec des étudiants qui ont des masses de travail pour un cours. Puis le prof du même cursus, un copain fait la même chose, et un autre copain, et finir on a des cursus où les étudiants sont noyés dans l'info. Donc toujours envisager l'implantation du numérique dans le cadre horaire qui est fixé dans mes cours. Et si je demande plus de travail en ligne de préparation des étudiants, c'est un peu logique que j'optimise mon temps de présentiel et parfois je le diminue. Alors, j'aime bien ce site-là, il est référencé dans ma présentation, parce qu'en fait, il est catégorisé, vous voyez, apprentissage hybride pour les grands groupes, apprentissage hybride pour supporter la mémorisation, apprentissage hybride pour supporter tout ce qui est l'internationalisation. Et à chaque fois, il propose des approches avec un impact bas
moyen et important. J'aime bien cette notion-là parce qu'en fait, si vous signez avec des grands groupes et vous n'avez pas le temps de mettre en place des approches qui ont des impacts puissants, on peut commencer avec un impact moins fort, mais il y a un impact quand même. Et donc, moi j'ai conseillé des centaines de profs dans l'usage numérique dans le supérieur, et ces structurations-là, elles sont assez simples à mettre en place. J'ai pas une dia qui parle de ça, mais je vais peut-être prendre, comme je suis un ancien institut. Il y a un modèle très connu chez nous qui s'appelle le SAMR. Ça fait SAMR, je suis marrant, mais c'est pas tout. Le SAMR, c'est important, moi, quand je le montre aux profs, ils comprennent beaucoup. C'est des paliers d'introduction du numérique dans sa pratique. Et le premier niveau du SAMR, c'est le niveau substitution. Et là, j'introduis le numérique, mais ça ne change pas mon scénario pédagogique. C'est moi qui dépose mon fichier de cours, ma présentation sur la plateforme Moodle, au lieu de vous l'envoyer par mail. C'est moi qui poste une annonce sur Moodle au lieu de vous envoyer le mail aussi. Donc dans l'aspect substitution, en fait, on introduit le numérique dans sa pratique enseignante, mais juste de manière substitutive. D'accord ? Le deuxième niveau, c'est le niveau qui s'appelle amélioration. L'amélioration, mais je vais amener des changements structurels via le numérique, mais pas encore des changements assez suffisants pour modifier ma pratique. En gros, je vais créer un espace sur Moodle, je vais structurer mon espace par chaque parcours. Par chapitre, je vais mettre mes présentations, et puis je vais aller prendre 2-3 vidéos exemplatives que les gens peuvent voir, 3 liens intéressants, et peut-être mettre en place un système de quiz en ligne pour que les étudiants puissent s'entraîner. Si je mets ça en place, ça ne coûte pas beaucoup de temps. C'est l'amélioration de ma pratique via le numérique, mais ça ne reste pas encore quelque chose qui modifie ma pratique. Le troisième niveau, c'est la modification. C'est là où le numérique intervient et là où mes scénarios pédagogiques changent. C'est là que je mets du blended learning, c'est là que je mets de la classe inversée, on verra tout à l'heure. C'est là où le numérique a sa place importante et en fait je commence à enseigner avec le numérique en modifiant ma pratique d'enseignant. Et le dernier niveau, c'est la redéfinition. Et là, c'est faire des choses avec le numérique que je ne pouvais pas faire avant, sans le numérique. Quand je montre ça à des profs, c'est facile parce qu'en fait, je leur dis, il ne faut pas imaginer qu'on entre dans le numérique comme ça c'est très chronophage le numérique. Donc, moi, j'ai jamais voulu faire un MOOC avec un prof qui n'avait jamais fait d'apprentissage hybride un minimum avant. Ça demandait trop de travail, trop de temps. Donc moi, ce que j'ai essayé de vendre à mon ancienne université, ce que je suis en train d'essayer de vendre à Lausanne, et ce que je peux essayer de vous vendre aussi, c'est de dire à tous mes profs, ok les gars, moi dans 5 ans, je veux tous qu'on soit là. Je veux que chaque enseignant de mon école, de mon université, dans 5 ans, il soit là. Et puis je définis des scénarios. Être là pour nous, c'est quoi? Je regroupe mes profs, c'est peut-être avoir tous un espace Moodle structuré, s'y retrouver avec un dossier de présentation, des articles recommandés, une vidéothèque recommandée et un système de quiz et un forum ouvert. Tac, un scénario. Si vous avez ça et que vous faites tout ça dans 5 ans, vous êtes la plus moderne des hautes écoles d'Europe. Mais ça demande une structuration, ça demande une décision stratégique et une forme d'obligation qu'on n'aime pas trop. Et puis on dit à tout le monde, ok, dans 10 ans, on va être là. Dans 10 ans, on va pouvoir dire à la HEP ici, qu'en fait, on a modifié nos pratiques chez tous les enseignants grâce au numérique. C'est pas énorme, mais il faudra un peu de coercition, je ne sais pas à quel niveau c'est... En tout cas, l'obligation de formation pédagogique en Belgique à Liège, c'était très coercitif en 2006, et finalement, les gens trouvent ça bien, parce que le challenge pour nous après, c'est qu'on a des gens qui viennent en formation qui au début ne veulent pas être là, et puis notre challenge, c'est de les ramener de mon côté un peu vendeur, que vous aurez constaté, puisque ça fait 15 ans que j'essaie de convaincre les gens que ça vaut le coup. Ok, donc on voit ici que dans ce type de
d'état d'esprit, voilà, je vais dire state of mind, ça fait trop Jean-Claude Van Damme. Dans ce type d'état d'esprit, c'est important d'avoir ce genre de petits modèles-là. Alors, je ne vais pas dire l'auteur parce qu'il était accusé de plagiat. C'était Ruben Puente-Moura, que personne ne connaît, qui est une espèce de gars assez costaud, barbu, mais c'était pas moi. Et il a publié ça, c'est quelqu'un d'assez... Donc, je ne sais pas d'où il sort, mais son truc est tellement simple à comprendre et à illustrer, parce qu'après, quand vous êtes dans une haute école ou dans une université, pour chacun des niveaux, on peut illustrer pas mal des scénarios. Déjà, posez-vous la question de l'existant. Qui utilise le numérique actuellement dans sa pratique? Et posez-vous la question de savoir à quel niveau vous pensez vous situer. Je ne vous demande pas la réponse, il faut la garder pour vous. La question, c'est où je me situe et quel est le, je vais faire du vandalisme, le next step pour arriver au niveau euro et combien de temps je peux me donner pour le faire par rapport à mes contraintes. C'est toujours important d'être pragmatique. C'était pas l'IPU qui avait un truc, je sais pas le temps, ça. Pardon? Il n'y avait pas l'IPU qui avait fait une thématique sur le temps, justement. Oui, c'est juste. Voilà. Donc le temps important. Donc les pratiques hybrides, c'est bien, ça s'enrichit, elles sont extrêmement variées. J'avais fait une recherche il y a 5 ans, je m'étais amusé à retourner sur les 200 ou 300 accompagnements de profs que j'avais fait, et j'avais catégorisé des scénarios génériques, j'avais appelé ça, des choses qui revenaient souvent. Et il y avait 6 scénarios génériques de Blended qui revenaient souvent, illustrés par plein de matières différentes. Ça parlait beaucoup aux profs aussi. Parce que vous allez voir, quand on rentre dans une nouveauté, dans une innovation, souvent au départ on a besoin d'être rassuré. Et pour être rassuré, il faut des modes d'emploi, des guides, des petits trucs et astuces avant vraiment prendre pleinement les choses.